Bonjour. En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions doit durer maximum de 5 minutes allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pouvez ensuite Marc-André, président de Directis, PMP et maître Saint-Urmois, segment. Georges Richard, je suis directeur du bureau de gestion de projet pour Assomption Vie, PMP aussi. Pierre Gagnon, gestionnaire de projet chez Assomption Vie, je suis PMP, je suis enseignement de chez IGT. Merci. Alors, on débute. Vous savez, dans la vie, tout est un projet. Un peu plus tard que ce matin, j'ai dû me lever. J'ai très tôt, en fait. J'ai dû me brosser les dents. Il a fallu que je prévoie comment j'allais entrevoir ma journée. Arriver d'avance un peu, être sûr d'être prêt mentalement. Écoutez, il y a différents mini-projets aussi dans la vie. Tout à l'heure, il a fallu se diriger, changer de pavillon. J'ai dû voir ma collègue avec ses chaussures, tenter sa robe d'un pavillon à l'autre. C'était au niveau de la prévoyance. Il fallait planifier le transfert. Aujourd'hui, heureusement, ce ne sera pas sur mon réveil ou sur moi personnellement qu'on va faire le projet. J'aurai mes collègues avec moi, Sophie et Elisabeth. Et moi-même, Laurent. Ce sur quoi on a basé notre présentation aujourd'hui, c'est sur 3 grandes valeurs qui sont transparentes à l'Auto-Atlantique. Premièrement, la responsabilité sociale. Nous sommes des gens assez impliqués dans la vie, puis on trouvait que c'était important que lors du projet, puis lors de la réalisation du projet, qu'il y ait une grande responsabilité sociale. Ensuite de ça, il y a effectivement l'innovation. Nous sommes jeunes, on est innovants, on veut amener quelque chose de différent pour vous. Et finalement, l'intégrité. Lorsqu'on fait un projet, c'est important d'avoir une certaine intégrité pour bien le faire, puis le faire pour l'Auto-Atlantique. Donc, la séance d'aujourd'hui va aller comme suit. On va commencer avec une situation actuelle de l'entreprise de l'Auto-Atlantique. Par la suite, le mandat, l'objectif et le justificatif, pourquoi on fait ce projet-là. Puis finalement, on va enchaîner avec la planification, l'exécution et on va terminer avec des mesures de contrôle et puis les indicateurs de performance. Pour ce qui est de la situation actuelle, 40 ans, il s'en passe des choses en 40 ans. À 40 ans, l'Auto-Atlantique a su être un chef de file, a su être un employeur prestigieux. C'est rendu une référence, donc d'où l'importance du projet aujourd'hui présenté. Tout à ça, on voit ici que 65% du produit en loterie vidéo, d'où l'importance de bien intégrer le projet. Tout de ça, comme je mentionnais, c'est une fierté canadienne. Donc, c'est sûr que lorsqu'on fait un projet d'envergure comme ça, il faut être certain que la perception des gens soit bonne envers le projet parce que déjà, c'est instauré l'Auto-Atlantique, c'est une fierté canadienne. Les gens voient le logo, ils voient une référence. Donc, le fait d'amener quelque chose de nouveau dans le projet, comme ce qu'on va vous présenter, il faut que ça pallie avec ce que les gens voient de l'entreprise. Ensuite de ça, écoutez, vous voyez l'ampleur du projet, il y a déjà 700 TLV. Les TLV, c'est les machines finalement de loterie vidéo. 7000, pardonnez-moi. Et finalement, ce qu'on a su voir aussi, c'est qu'il y avait un manque à la valeur ajoutée présentement pour les joueurs. Les joueurs trouvent qu'il y a une valeur ajoutée qui manque, et puis ils sont moins engagés à cause de cette valeur ajoutée. Donc, sur quoi on a basé la situation actuelle, c'est sur les faits, ce qui avait été présenté, et puis on va pallier au problème avec le projet qu'on va vous présenter. Donc, le mandat, c'est de développer un système de fidélisation de joueurs de loterie vidéo. Donc, pourquoi l'auto veut faire ça? Donc, on a plusieurs justificatifs qui amènent à ce projet-là. Donc, premièrement, on a des mécanismes en place, mais ce n'est pas ceux-là qui vont avoir les informations pertinentes. Donc, on va vous expliquer un petit peu plus tard qu'est-ce qu'on a présentement et qu'est-ce qu'on veut avoir avec ce projet-là qui va nous aider beaucoup pour la performance dans l'entreprise. Aussi, comme Laurent l'a dit, les joueurs sont moins engagés, donc on n'a pas de nouveaux clients, puis ils perdent un petit peu l'envie de jouer. Puis il n'y a pas de valeur ajoutée à ça, donc il n'y a pas de petit plus qui nous donne envie de persister là-dedans. Puis aussi, il n'y a aucune mesure pour la responsabilité sociale. Donc il y a des gens qui jouent, puis il n'y a pas de responsabilité sociale qu'on peut associer à ça. On ne peut pas voir le niveau dans le fond. Est-ce qu'ils jouent beaucoup, est-ce qu'ils jouent pas beaucoup, on ne voit pas à ce niveau-là. Donc l'objectif, ça va être d'instaurer un système qui est plus efficace et plus efficient que le système qu'on a actuellement.
La planification. Dans un projet, une des pièces maîtresses, même la pierre angulaire, je dirais, du projet, c'est la planification. Lorsqu'il y a une planification qui est bien faite, qui est en place, ben, c'est plus facile après ça de procéder au développement du projet. On a mis beaucoup d'emphase sur la planification aujourd'hui parce que, comme je disais, c'est important, mais il faut que ça soit bien fait. Donc, autant au niveau des parties prenantes que des acteurs, il faut qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire, leur rôle, que ce soit bien défini, puis que ça fasse en sorte que le projet se déroule bien dans les délais prévus et dans les coûts qui sont prévus, minimiser le risque, minimiser les imprévus. Donc, c'est sûr qu'on va avoir une bonne partie de la présentation qui est sur la planification. Oui, donc, dans un premier temps, en fait, en tant que chef du projet, vous nous avez demandé de nous faire une équipe de projet puisque vous êtes les commanditaires. Donc, on a décidé d'illustrer notre équipe de projet à l'aide de l'organigramme présent ici. Donc, comme vous pouvez voir, le chef de projet est le commanditaire. Puis ensuite de ça, on a une analyse d'affaires, 2 experts en matière d'opération, puis une équipe de marque qui est constituée d'un responsable marketing, d'un sociologue et ou psychologue, finalement d'une personne qui s'y connaît en éthique, puisque ce qu'on va faire avec les nouveaux terminaux, on sait que ça pourrait peut-être amener une addiction au jeu, les gens pourraient percevoir ça de cette façon-là, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on a cherché une sociologue ou une psychologue, quelqu'un qui se connaît à ce niveau-là, dans notre campagne de marketing, de communication, on va pouvoir, je vais le détailler un peu plus tard, puis un responsable de la communication. Donc, ces 3 personnes-là vont faire notre équipe de marque, puis je vais enchaîner en détaillant un peu plus. Donc, finalement, les parties prenantes que je viens de nommer, qui comprennent entre autres notre équipe de projet, on le disait de 2 façons, donc les parties prenantes à l'interne et à l'externe. Donc, dans un premier temps, il y a vous, le commanditaire, évidemment, vous nous demandez, de faire le projet et également vous le financer finalement. Puis, c'est important pour vous qu'on fasse ce projet-là pour avoir la valeur ajoutée dont on parlait tout à l'heure, qui est ce qu'on cherche le plus. Notre analyse d'affaires va être là pour l'évaluation du rendement, tout ce qui est indicateur de performance, qu'on vérifie que nos terminaux fonctionnent bien. Ensuite de ça, c'est là qu'on arrive à ce que j'avais un peu trop élaboré tantôt. Donc, le responsable marketing qui va être là pour promouvoir le nouveau système et la campagne de financement, qui va travailler en étroite collaboration avec le responsable des communications, donc qui va divulguer et promouvoir l'essence du projet et restreindre la résistance au changement, parce que le plan de communication qu'on veut faire va être tant à l'interne qu'à l'externe. Un nouveau projet, les nouveaux terminaux qu'on veut faire, ça va toucher les employés à l'interne parce que ça pourrait changer certaines de leurs tâches, mais également à l'externe parce que nos clients sont habitués aux terminaux qu'on a présentement. Donc, plan de communication qui va être aussi à l'externe, on veut restreindre la résistance au changement de nos employés et également s'assurer que les clients finalement soient en accord avec le projet qu'on veut faire. Puis 2 experts en matière d'opération qui vont assurer le bon fonctionnement du projet, les suivis du délai et du budget, s'assurer qu'il n'y ait pas de dépassement. Puis qui vont travailler en étroite collaboration finalement avec l'entreprise tierce qu'on engage pour développer nos programmes. Finalement, nos parties prenantes qui sont à l'externe, donc il y a tous les joueurs qui sont divisés en 3 catégories. Il y a les principaux, les réguliers, les occasionnels. Donc principaux, ceux qui jouent vraiment le plus une fois semaine, par exemple. Les réguliers, puis les occasionnels qui jouent une fois de temps en temps. Puis eux, dans le fond, c'est ce qu'on disait, c'est eux qui veulent qu'on ait des nouveaux terminaux, qui veulent trouver une valeur ajoutée à ce qu'on va faire. L'entreprise tierce, c'est ce que j'ai mentionné pour la création du système. Puis finalement, ce que je disais tout à l'heure, on inclut dans notre équipe de marque une psychologue ou une sociologue, quelqu'un qui se connaît en éthique, parce qu'on veut vraiment que le message qu'on va faire passer avec notre campagne de publicité, finalement, que ça démontre vraiment finalement à la population que non, ça va pas créer une addiction au jeu de nos nouveaux terminaux de loterie. Au contraire, ça va responsabiliser davantage les gens puisque finalement, ça va, ils vont être plus sensibilisés. Au contraire, on veut passer un message comme quoi que ce qu'on fait, ça va vraiment créer une responsabilité, ça va nous amener des informations qui vont permettre finalement aux consommateurs de contrôler ce qu'ils font sur les terminaux. Donc voilà. Donc, dans chaque projet, comme on le sait, il y a des risques. Donc, on les a établis et trouver une solution à ceux-ci pour les contrer. Et s'ils arrivent, savoir quoi faire avec cela. Donc, comme on l'a dit, l'addiction, la loterie, c'est quelque chose de risqué. C'est un niveau qu'il faut toujours contrôler. Donc, il peut y avoir des genres compulsifs. Avec le nouveau programme, il va y avoir dans le fond, on va savoir chaque joueur combien de temps il passe par machine et combien il joue. Puis lui, plus qu'il va jouer responsablement, plus qu'il va avoir des points de fidélisation. Donc c'est très avantageux pour lui d'y aller à ce niveau-là. Donc plus qu'il est responsable, plus qu'il y a de points. Donc
Ça va contrôler un petit peu l'addiction. Si on voit que le joueur il joue de façon compulsive, il n'y aura pas de points sur sa carte de fidélisation. Donc, on croit que ça va mieux contrôler de cette façon-là. Aussi, quand on parlait de la résistance au changement, on va changer toute la technologie. Les clients, habituellement, de loterie et vidéo, c'est une clientèle qui est un petit peu plus âgée. Donc, la technologie, des fois, c'est un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Donc, ça prend une surface qui va être quand même assez simple, qui va permettre qu'ils vont pouvoir jouer et comprendre le nouveau fonctionnement dans un niveau plus simple. Donc, ça, avec un petit budget, on avait déjà des montants établis pour les 4 phases du projet. Donc, au développement, ça inclut tout ce qui est la planification, développement du programme, pour un total de 1 million. Par la suite, on va faire tout ce qui est les tests, savoir si ça fonctionne bien, quels sont les bugs et tout ça, pour 500 000 $. Par la suite, avec le site web, promouvoir le programme, 150 000 $. Et finalement, à la fin, il va y avoir le lancement officiel pour 100 000 $. Dans les chiffres qu'on nous avait fournis, il n'y avait aucun montant pour les risques et les imprévus. Donc, on croit super important d'ajouter un montant à ce niveau-là. On établit environ 50 000 $. Ça représente 3 % du budget qu'on a actuellement d'allouer. Donc, on croit que ce serait super important de prévoir ça. Comme ça, on n'aura pas de mauvaise surprise. On a établi le budget sur une courbe S. Donc, on voit les étapes du projet. On voit qu'au début, il n'y a pas beaucoup de coûts qui sont alloués comme on planifie, on commence à développer tranquillement, pas vite. Puis finalement, dès qu'on arrive dans les développements et les tests, ça monte rapidement au million. Donc, tous les coûts sont quand même en phase des débuts de projet. Donc, par la suite, on voit qu'elle monte beaucoup moins vite. Donc, s'il y avait des imprévus dans le développement, on peut toujours se rattraper avec le budget qui est alloué au site web ou alloué au lancement. Pour ce qui est des délais, ce qu'on a fait, on a mis une représentation assez simple qui suit la logique de la courbe S. Donc en premier, aujourd'hui, la planification et le développement se chevauchent parce que les deux se font ensemble finalement. La planification est déjà pas mal faite, c'est déjà instauré. Ce qu'on veut faire, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de bien préparer les gens. Le développement, c'est le développement qui est fait par l'entreprise tiers. L'entreprise tiers qui développe le produit, développe l'application. Puis on va plus détailler tout à l'heure lors de l'exécution. Et ensuite, les tests. Les tests, c'est une étape qui est assez primordiale parce qu'on voit l'efficacité du produit. On peut faire des ajustements aussi à ce niveau-là. Et puis là, vous allez voir ici, il y a comme un vide entre les deux. C'est une période qui est primordiale au niveau surtout de la responsabilisation du marketing. Toute la campagne publicitaire qu'on va développer tout à l'heure va être importante d'être bien mise en place pour conscientiser les gens au niveau social. Ma collègue vous mentionnait tout à l'heure, la carte de fidélisation va vous amener plus de consommateurs, mais va surtout responsabiliser le consommateur. Ce qu'on vise, c'est pas nécessairement la récurrence des joueurs, mais c'est la récurrence de responsabilisation du joueur. C'est-à-dire qu'il ne va pas investir nécessairement des gros montants dans un court délai, mais ça va être des plus petits montants, mais sur plus longtemps, qui représentent dans le fond une récurrence du jeu de façon responsable. Et finalement, le grand lancement. On vise le grand lancement en septembre 2018, ce qui devrait être fait. Puis aussi, l'avantage du gap, si je peux l'appeler comme ça entre les deux, c'est qu'il y a risque imprévu qui peut être mis là-dedans. Donc, s'il arrive quoi que ce soit au niveau de l'entreprise tiers, des trucs qu'on ne peut pas contrôler, qui ne sont pas dans les mesures de contrôle, on peut les prévoir dans cet espace-là. Donc l'exécution, c'est la partie du projet la plus importante, ce qu'on va vous présenter. En fait, c'est une exécution qui est encore basée sur ce qui est innovant, qui a de l'intégrité et une responsabilité sociale. En premier lieu, écoutez, je veux vous amener l'image. Vous voyez cette bouteille bleue. Vous fermez les yeux 3 secondes. Vous avez une perception de la bouteille qui n'est pas nécessairement la même qu'au départ. Vous imaginez des couleurs, pas nécessairement le même bleu, pas nécessairement le même blanc. Ce qui fait en sorte que chaque personne ici dans la salle a une perception différente de la chose. Pourquoi ici on parle de rencontres préliminaires et de perceptions communes? C'est qu'on veut être certain que le produit qui est développé, tous les gens sont sur la même longueur d'onde au niveau du produit. Ils voient de la même façon. Vous l'avez vu, c'est pas tout le monde qui voit la bouteille de la même façon. Donc avec les rencontres préliminaires, être certain que c'est bien établi, que tout le monde voit la chose, le produit de la même façon, puis veut l'exécuter de la même façon, au niveau social surtout, là, ça accélère l'exécution, puis surtout, ça l'optimise. Donc, si on poursuit, ensuite, une fois la rencontre préliminaire terminée, on y va avec le développement. Le développement va se faire en 2 temps, donc comme il y a à l'externe et à l'interne pour le développement du produit, du logiciel en fait. Pour l'externe, il va y avoir plusieurs petites étapes. On ne les a pas trop détaillées comme c'est un sous-traitant qui va faire ces étapes-là. Mais on va construire dans le fond les API pour commencer, intégrer toutes les fonctionnalités dans le logiciel, la gestion des comptes de joueurs, tout ça dans le compte en ligne, la création des cartes de membres, puis de fidélité. Et puis finalement, il va falloir mettre à jour toutes les terminales,
Puis toutes les plateformes sur chacun des TVL, comme Laurent l'a dit plus tôt, on en a 7000, donc c'est un travail assez ardu ici à Charles. Par la suite, pour ce qui est de l'entreprise à l'interne, il va y avoir une préparation au changement, comme on l'a dit, autant pour les entreprises que pour les employés dans l'entreprise, que les clients. Si les clients ont la carte en main puis qu'ils ne savent pas trop comment ça fonctionne, ils vont peut-être penser que plus qu'ils jouent, plus qu'ils ont des points, puis ils vont justement, ça va faire l'effet contraire de ce qu'on désire. Ils vont bien préparer au changement pour que quand ils ont la carte en main de fidélité, ils savent que s'ils jouent responsablement, ils vont avoir plus de points alloués à ça. Finalement, la formation des leaders, c'est super important que les machines, tous les employés, tout le monde sait comment ça fonctionne. Par la suite, la préparation du plan de communication que Sophie va vous expliquer un petit peu plus tard pour bien communiquer l'information et être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Et puis finalement, faire des rencontres hebdomadaires pour assurer le suivi. Comme c'est des sujets de tête, il faut s'assurer que ce qu'ils font, comme Laurent l'a dit, la perception, savoir ce qu'ils font, si c'est vraiment ce qu'on veut aussi. Il faut s'assurer tout au long que ça fonctionne bien à ce niveau-là. Et puis suite au développement, il y a la phase des tests finalement. Donc on fait des cycles de tests. Puis ensuite de ça, on vérifie qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et on fait les ajustements appropriés pour vérifier finalement que le nouveau programme de terminaux qu'on instaure est viable et fonctionne bien. Donc, comme Elisabeth le disait, on enchaîne avec le plan de communication, que, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, il est tant à l'interne qu'à l'externe. Donc, à l'interne, c'est vraiment pour faire passer le message aux employés que oui, il va y avoir un changement à ce niveau-là. Il pourrait y avoir une résistance au changement. Donc, c'est l'importance du plan de communication à l'interne. On choisit un leader dans l'entreprise, quelqu'un qui a une bonne légitimité, une bonne crédibilité, qui est respecté de tous et qu'on sait que l'information qu'il va livrer aux employés est la bonne, question qu'il n'y ait pas de fausses informations qui circulent finalement pour diminuer la résistance au changement au sein de l'entreprise. Puis au niveau de l'externe, mais c'est un peu notre campagne publicitaire, marketing, vraiment pour faire comprendre à la société en général que non, une fidélisation, une campagne de fidélisation, ça ne va pas créer une addiction, au contraire, ça va responsabiliser les joueurs plus que nos choses. Donc, c'est vraiment d'y aller avec un message innovant et responsable. Et l'objectif, finalement, de notre plan de communication en général, c'est vraiment de bien faire comprendre les enjeux de la responsabilité sociale à ce niveau-là. Parce qu'il y a des mesures de contrôle pour vérifier finalement le projet puis qu'on sait qu'il se fait bien. En premier lieu, c'est assurer le suivi avec l'entreprise tierce. Ne serait-ce que d'avoir des rencontres hebdomadaires bien structurées, de savoir exactement à quoi s'en tenir. Donc, tenir les délais serrés, s'assurer que, sont remplis aussi. Et ensuite de ça, comme je disais, des rencontres hebdomadaires, s'assurer de la pertinence des rencontres hebdomadaires, pardonnez-moi. Parce qu'on sait que lorsqu'il y a des rencontres, parfois on s'égare un petit peu. Lorsqu'on a un planning qui est bien fait et préétabli, puis qu'on sait exactement ce qu'il y a à faire, c'est sûr que c'est plus facile de développer un produit et de s'assurer de l'exécution du produit. Ensuite de ça, il y a les tests. On l'a mentionné un peu plus tôt, lorsqu'on fait des bons tests, les tests sont pertinents, on s'assure que le produit est viable et fonctionne bien. Et finalement, les ajustements. C'est sûr que lorsqu'on fait des tests, il y a des ajustements. S'assurer que ce soit le plus efficace et efficient possible. Pour presque conclure, on va y aller avec les indicateurs de performance. Une fois que tout est mis en place, que tout fonctionne bien, est-ce que ce projet-là a valu la peine? Il faut faire un bon suivi à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on a des nouveaux joueurs? Oui, on veut fidéliser nos clients, mais c'est sûr que les nouveaux joueurs, c'est toujours un plus. Donc, on va voir à ce niveau-là, est-ce qu'il y en a des nouveaux qui ont été fidélisés. Par la suite, on avait le temps moyen d'une machine. Donc, à la fin de la journée, on pouvait savoir combien de temps les joueurs ont passé dessus, combien d'argent qui avait été mis dans la machine, combien d'argent qui a été retiré de la machine. Mais ça ne nous indiquait pas chaque joueur, est-ce qu'il est responsable ou non. On voit seulement le total à la fin de la journée. Donc, avec le nouveau système, on va pouvoir voir par personne, une personne est restée assise sur la machine, exemple, 1 heure et a dépensé 1 000 $. Donc, on va vraiment pouvoir voir par personne autant le temps que le montant dépensé dans cette machine. Et finalement, le retour sur investissement. Ma collègue l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on fait le projet, au final, ce qu'on veut, c'est avoir plus de consommateurs. C'est une situation qui est gagnant-gagnant. L'image de l'Auto-Atlantique est toujours une image d'une fierté canadienne. Reste quand même une vache à lait aussi pour les provinces ici. Ils redistribuent les revenus, puis c'est sûr que les employés ont une certaine fierté de travailler pour l'Auto-Atlantique. Et bien les consommateurs le voient ça aussi. Donc les deux parties sont gagnants. Autant le consommateur qui maintenant a une carte de fidélisation que l'entreprise qui devient plus responsable, son image est plus responsable socialement.
Suite de ça, ben, comme je disais, ça encourage le jeu responsable et ça donne l'information sur la clientèle. Ça, on n'a pas tellement parlé dans la présentation, mais c'est vrai que c'est important de connaître ses clients, savoir sectoriser, segmenter là, sa clientèle. Donc là-dessus, c'est sûr qu'au final, avec tout le projet qu'on vous a présenté, oui, on travaille beaucoup sur l'innovation, la responsabilisation sociale, mais il faut aussi avoir de l'information sur du client et puis avoir quelque chose en retour de tous les efforts investis. Donc, on vous remercie, puis on est prêt pour une période de questions. D'après vous autres, c'est quoi les critères de succès si on veut réussir avec ça? C'est quoi les critères de succès qu'il faudrait absolument rencontrer, selon vous autres? Ça passe beaucoup par les rencontres hebdomadaires, puis assurer le suivi, puis la bonne planification. C'est sûr que de mesurer le succès, ça va passer par les indicateurs de performance, à savoir s'il y a eu plus de clients, si les clients sont plus responsables, puis si finalement la carte est bien utilisée. Sophie, tu as mentionné à un moment donné dans une partie de la présentation qu'il y avait des changements potentiels sur les tâches des employés. Anticipez-vous que ça va être significatif? Si oui, c'est où prévu dans les coûts? Y a-t-il des coûts prévus à ça? Y a-t-il des coûts pour Atlantique Loto pour absorber? C'est certain qu'en parallèle avec une gestion de projet, il y a toujours une certaine gestion de changement. C'est vrai qu'on n'en a peut-être pas parlé dans le budget, mais c'est sûr que peut-être au niveau de la planification, il faut planifier, comme je disais, dans le plan de communication finalement. Pour la formation des leaders, finalement. Oui, exactement. Certaines formations au niveau des leaders pour les former à bien véhiculer le message dans l'entreprise pour que tout le monde ait la même vision. Compris dans les imprévus, là, si je peux me permettre. Puis c'est sûr que c'est à l'interne, fait qu'au niveau des coûts, c'est plus facile de s'ajuster puis de pallier à ça. Si on prévoit 1 heure par semaine de formation des leaders pour qu'ensuite, eux, dans l'environnement, font en sorte que les employés comprennent mieux le message, c'est sûr que ça implique pas tant de coûts que ça. Merci. 2 questions. Tu viens juste de parler du montant de contingence que vous avez mis de budget. Comment êtes-vous venu pour ce numéro-là? Tu peux y aller dans le fond. En fait, on voulait pas mettre un montant qui est trop extravagant. Comme on avait quand même un budget qui est quand même assez gros. Donc, on voulait mettre un pourcentage qui est environ 2 à 3 % du budget qu'on arrivait. Puis, ça nous faisait un chiffre de 1 800 000 Donc, on trouvait que c'était un montant. Par rapport aux gros investissements, on voulait pas mettre encore un énorme investissement. Donc, on croyait que 50 000 c'était raisonnable pour quelques petits imprévus qu'il peut avoir en cours de route. Puis selon les risques, il était surtout plus au niveau social de l'addiction du jeu, qui n'est pas nécessairement quantifiable tant que ça en termes de chiffres, parce que c'est personnellement qu'il faut qu'il se travaille sur. Mais c'est beaucoup plus une contingence sur l'exécution du projet. Oui. Okay. Une des choses à regarder, ça serait comme ton pièce partie. Okay. Vous n'avez pas ça? C'est quel genre de contrat vous avez avec eux? Puis là, c'est pour voir le montant que tu mets en termes de contingence par rapport à ça. Okay. Moi, deuxième question. Dans le diapo, vous avez sur les délais, vous avez mis la planification et le développement en parallèle. Puis vous m'expliquez comment que ça se passe. Typiquement, ça se fait séquentiel ou quasi séquentiel, juste pour réduire le montant rework. Okay. Donc, si vous faites la planification et le développement en même temps, comment ça peut travailler ça? En fait, étant donné qu'elle était déjà entamée, c'est pour ça qu'on l'a graphiquement présenté comme ça. Okay. Mais lorsqu'on a fait la présentation, finalement, pertinemment, on sait que la planification va venir avec. Mais étant donné qu'ils se sont chevauchés dans la situation qu'on est présentement, comme je présentais dans la situation actuelle, c'est qu'on a cru bon de le représenter graphiquement comme ça. Mais c'est certain que la planification vient avant le développement. Mais il y a moyen quand même que les deux aient ensemble, parce que dans la planification, il y a une job de responsabilisation qu'il faut qu'il soit faite, mais on peut quand même responsabiliser ses employés tout en travaillant avec l'entreprise tiers. Parce que les rencontres qui sont faites au préalable, quand je parlais de perception, si l'idée est déjà conçue de l'équipe de projet et puis de l'entreprise tiers, ils peuvent quand même travailler les deux en parallèle. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le développement, les rencontres avec les employés, ça peut se faire en même temps de développer le logiciel. Si vous me suivez. Okay. Vos rencontres hebdomadaires, vous invitez qui? Ça a été oublié d'être spécifié par nous. La rencontre hebdomadaire, ça va être l'équipe de gestion de projet avec les principales sous-traitants, dans le fond, les développeurs, ceux qui celui qui s'occupe du développement du logiciel. Et votre psychologue, vous l'impliquez quand? Il fait partie de l'équipe de gestion de projet. Son travail va vraiment surtout être au niveau du plan de communication, finalement. S'assurer qu'on véhicule le bon message puis que ce soit un message qui est accepté par la société.
En fait, on va prendre les responsables, on va restreindre le groupe pour que le message après ça soit mieux partagé. Donc, les dirigeants finalement de l'image de marque, là, comme les responsables marketing, les responsables du plan de communication, ça va être les principaux gens qui vont, les principales personnes pendant moi qui vont être impliquées. Juste revenir sur le 50 000 d'imprévus. J'ai-tu compris que vous prévoyez que ça risque d'être vers la fin du projet, ou c'est ça que j'ai compris ou j'ai mal compris? Là? Dans les différentes phases de votre courbe S, Oui. le 50 000 d'imprévus que dans votre budget, que vous nous demandez en surplus aujourd'hui, le prévoyez-vous plus qui va être utilisé vers la fin? C'est-tu dans le lancement ou dans le développement, vous pensez, de dépasser le budget? Ça va être beaucoup plus vers le lancement. Donc, comme on a déjà les coûts, on peut s'ajuster, comme je disais, comme le principal des coûts sont au milieu. Donc, si on voit qu'il y a plus de coûts, puis qu'on peut un petit peu couper vers la fin, mais c'est l'idéal. Si on voit que tous les coûts vers la fin sont nécessaires, c'est là qu'on va utiliser le budget pour les imprévus. Mais c'est sûr que comme on peut s'ajuster avec la courbe S en fin de projet, ça va être l'idéal de ne pas dépasser le budget. Puis si on ne vous le donne pas, qu'est-ce que vous faites? À vous un contingentement? C'est terminé?